On y va dans 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe de la chaire Réalité Audencia est ravie de vous retrouver ce matin dans le cadre du deuxième petit déjeuner de la chaire. Donc pour ceux et celles qui ne m'auraient pas encore identifié, je suis Virginie Grandhomme, je suis sociologue et titulaire de la chaire Réalité Faire vivre l'intelligence des territoires, et je vais animer ce petit déjeuner avec l'appui de Anne Viroli et Marie Bédin, ici présente. Donc les petits déjeuners, vous l'avez peut-être déjà identifié, ils ont pour vocation de créer un espace d'échange et de réflexion avec le concours de chercheurs et d'experts qui sont capables d'éclairer des enjeux sociaux entendus au sens large. Mais c'est aussi l'idée de discuter de ceux qui sont identifiés en particulier par le groupe Réalité et donc par la chaire. Donc votre présence ce matin en salle Wembley et en ligne, elle témoigne du fait que de construire des lieux de vie, notamment pour les personnes fragiles, ça ne s'est jamais limité et ça ne se limitera jamais, c'est pas possible, à empiler des parpaings. Du coup, avant de vous présenter notre invité, je vais céder la parole à François Camboulive, directeur général de Réalité Live Plus, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Bonjour à tous. Alors moi, j'enfile pas les parpaings. Pourtant, je dirige une filiale de maîtrise d'ouvrage du groupe qui s'appelle Réalité Live Plus. Nous, on intervient sur tout ce qui va être réalisation d'établissements de santé, médico-sociaux, les résidences-services et les habitats spécifiques qui accueillent et qui hébergent en fait des personnes en état de fragilité. Et donc ce sujet, le sujet de ce matin est très intéressant pour nous parce qu'on se pose la question de savoir si nous allons devoir adapter nos ouvrages pour permettre d'avoir une petite place pour ces robots et un petit lieu pour les recharger tous les jours. En tout cas, moi je suis très honoré ce matin d'être là pour ouvrir ce deuxième petit déjeuner de la chaire Réalité Audencia Faire vivre l'intelligence des territoires. Qui se trouve donc ici sur notre siège, l'Intrépide, à l'espace Wembley. J'espère que vous êtes nombreux en live chez vous, dans nos agences régionales ou chez Audencia aussi, j'imagine, pour poursuivre ce débat. C'est vrai que c'est un lieu d'échange qui va nourrir aujourd'hui cette réflexion. Parce qu'au-delà de se poser de la question de l'adaptation des ouvrages, on parle de lien entre ouvrage et usage. Moi, dans mon passé, j'ai travaillé dans l'industrie automobile. On utilisait donc des robots automates pour manipuler des pièces. On voit aujourd'hui qu'il y a des robots ménagers, les tondeuses, les aspirateurs automatiques. Et en fait, là, on est dans une thématique totalement différente. On est sur la thématique du robot qui va créer du lien social, qui va rompre l'isolement avec les personnes. Et donc, on est dans quelque chose de totalement différent, en fait. Il va y avoir une interaction entre un robot et une personne humaine. Et donc, je pense que là, il y a un vrai débat à ouvrir et à nourrir. Et donc, je vais rendre la parole à Virginie. Merci. Bonne matinale. Merci François, merci Martin Chevalier, que je vous présente donc, qui est notre invité ce matin. Martin, vous êtes doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes titulaire d'un double master de philosophie et d'histoire des sciences et des techniques. Vous êtes aussi donc un spécialiste de la robotique sociale à laquelle vous consacrez votre thèse. Et vous nous faites aujourd'hui l'honneur de partager les fruits de ce travail en amont de la soutenance de la thèse, évidemment brillante, qui se déroulera à l'automne prochain. Donc, avant de vous céder définitivement la parole, on va regarder ensemble un court micro-trottoir. On vous a interrogé les uns et les autres pour savoir ce que vous pensez, ce que vous inspirait l'idée de partager votre quotidien avec des robots sociaux. Une intelligence artificielle dans une machine qui essaye de ressembler à l'homme. Pour moi, les robots sociaux, c'est le remplacement humain. Eh bien, c'est la première fois que j'entends cette expression, donc voilà, je pense que ça se rapproche probablement de l'intelligence artificielle, tout ce que j'en sais. Les robots sociaux, pour moi, ils interviennent plutôt sur la pharmaceutique, les entreprises automobiles. Si vous me posez la question, je pense que ça peut s'appliquer à la santé. Dans tout sauf la santé. Effectivement, il y a une pénurie de personnel soignant. Cependant, accompagner, prendre soin nécessite une démarche éthique. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut instaurer une démarche éthique qui est se questionner, savoir sortir hors du cadre avec une intelligence artificielle. Probablement, mais sur une part très très limitée. Une fois de plus, le sujet, c'est de renforcer les effectifs auprès des patients et peut-être de diversifier les tâches ou les responsabilités des personnels. Pour moi, c'est une facilité.
Il ne faut pas que les robots sociaux remplacent les aides-soignants. Il faut qu'il reste côté humain, côté physique pour les personnes âgées. Bon, comme vous avez pu le constater, le moins qu'on puisse dire, c'est que la question des robots sociaux ne laisse personne indifférent. La parole est à vous, Martin. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci à tous et à toutes et à tous plutôt pour votre venue. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce petit déjeuner. C'est la première fois que je vais parler pendant un petit déjeuner. J'ai l'habitude des colloques et des journées d'études, mais il y a rarement un bon petit déjeuner avant. Il y a parfois un très bon repas après, mais pas toujours. Donc merci beaucoup Virginie pour m'avoir sollicité en premier lieu. Merci à Anne, à Marie également pour l'organisation pratique. Et puis merci à l'équipe technique de rendre cet événement possible sous cette forme. Donc ça fait finalement une excellente entrée en matière puisque... à part peut-être la personne qui disait qu'elle ne voyait pas trop ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait désigner les robots sociaux, généralement les gens ont déjà une certaine idée de ce que c'est, de ce que ça pourrait faire, et même de ce que ça ne devrait pas faire. Donc voilà, ça donne un petit aperçu de ce que les gens peuvent en penser a priori. Moi, je vais vous en parler à partir d'une recherche de terrain que j'ai conduite à la fois dans le domaine du retail et surtout dans un EHPAD en Île-de-France. Donc pour commencer, pour que le cadre soit bien clair, que vous sachiez exactement de quoi je vais parler et de quoi je ne vais pas parler, il n'est pas forcément inutile de vous donner ma définition, la définition que je retiens de robot et ensuite, la définition de robots sociaux. Donc, c'est une définition très, très simple. Un robot, c'est une machine électromécanique, une machine qui fonctionne à l'électricité, avec des éléments mécaniques, qui comporte un corps, une incarnation, si vous voulez. Donc, c'est pas simplement une IA, voilà, c'est pas une IA sur mon téléphone, c'est pas un chatbot, c'est pas... Et c'est pas non plus une enceinte connectée, je ne considère pas que ce soit un robot, parce que l'enceinte connectée, elle ne se déplace pas, ou elle ne déplace pas une partie de son corps. Et comment fonctionne un robot ? Un robot a des capteurs pour détecter, par exemple, un visage, ou du son, ou un processeur ou des processeurs pour traiter cette information-là, et des effecteurs ou actuateurs qui vont en fait transformer cette information qui a été... qui est passé par le processeur en un mouvement mécanique ou en du signal sonore. Donc le robot, il peut parler, il peut se déplacer, émettre des bruits. Enfin, bon, vous allez en avoir des exemples dans pas très longtemps. Et j'aime bien cette définition de Janine Allo, qui est philosophe, qui dit le comportement des robots est, ou en tout cas, apparaît à un certain degré autonome. On verrait que ça a toute son importance en pratique. La nuance entre et ou apparaît à un certain degré. Et donc elle fait une différence par exemple avec les ordinateurs. Les ordinateurs, vous pouvez traiter de l'information, vous pouvez rentrer des données, mais l'ordinateur ne va pas agir matériellement sur le monde. Enfin, après, on peut compliquer un peu la discussion, mais en gros c'est ça. Et qu'est-ce que j'entends par robots sociaux ? Eh bien un robot qui a des capacités d'interaction qui en font un partenaire social. Donc un robot qui ne va pas forcément être capable de discuter, il n'y a pas forcément de capacité d'interaction verbale, ça peut être une interaction non verbale, tactile, et qui va le faire de manière, dans une forme d'interaction que les roboticiens appellent interaction naturelle. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir besoin de taper sur des touches, voilà, vous allez pouvoir interagir de manière intuitive avec ce robot-là. Donc en lui parlant, le touchant, en échangeant des regards avec lui, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est un petit échantillon de publications récentes sur ces robots sociaux. Donc, il y en a beaucoup. À part celle-ci qui date de 2010, toutes les autres sont postérieures à 2015. Donc, c'est vraiment un sujet dont des philosophes, par exemple Paul Dumouchel et Louisa Damiano, des informaticiens et roboticiens. Donc, vous avez Laurence de Villers, qui est chercheuse au CNRS. Vous avez Jean-Gabriel Ganassia, qui est chercheur à Pierre et Marie Curie en intelligence artificielle. Rodolphe Gélin, qui lui a travaillé plutôt dans l'industrie, dans une des grosses startups qui fabriquait ce genre de robots, sur laquelle je reviendrai.
ou Serge Tisseron qui est psychiatre. Donc qui ont tous traité de cette question des robots sociaux et qui ont un discours finalement assez similaire qui consiste à dire que ces robots sociaux vont arriver, alors ça a déjà commencé tout doucement, mais ils vont arriver de manière très rapide, voire brutale et de manière massive dans notre quotidien. Donc ça veut dire dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les magasins et dans les foyers, et notamment dans un premier temps dans les foyers des personnes âgées. Et en particulier dans les foyers des personnes âgées dépendantes où ces robots sociaux occuperont des fonctions d'assistance. Donc ça, vous voyez que dans le micro-trottoir, c'est immédiatement les gens ont tendance à penser à social comme étant appliqué à l'assistance, aux soins, à la prise en charge et notamment des personnes âgées. Le résultat de cette arrivée massive de robots, ce serait une coexistence entre les humains et les robots. Donc vous auriez des robots un peu partout, à la fois dans les espaces publics ouverts et dans les espaces fermés, privés. Ce qui nécessiterait, puisque c'est un point commun aussi de tous ces essais-là, c'est d'essayer de penser l'éthique, d'essayer de penser à l'avance l'éthique des relations qu'on tissera avec ces robots-là, qu'on sera amené à fréquenter de manière au minimum régulière et voire avec lesquels on aura des relations ou des rapports en tout cas qui ont un certain degré d'intimité. Les robots nous connaîtront très bien, ils connaîtront nos goûts, ils nous connaîtront peut-être même mieux que nous-mêmes. Enfin, c'est tout ça, toutes ces questions-là qui sont traitées dans ces ouvrages-là. Qui parle souvent d'invasion. Alors la presse aussi reprend souvent cette expression-là, ce genre de métaphore un peu militaire. Les robots sont sur le point d'envahir nos vies, nos foyers, etc. Donc cette invasion, elle serait sur le point de démarrer. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, des progrès inouïs, pour certains inattendus, auraient été réalisés, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, particulièrement dans le machine learning, mais aussi dans la miniaturisation des composants, l'allongement de l'autonomie des batteries, puisque c'est des robots qui sont censés évoluer, pouvoir se déplacer, etc. Donc ça suppose une certaine autonomie de fonctionnement. Et donc les robots seraient, s'il fallait résumer en une phrase, ils seraient prêts à quitter les usines où ils sont installés maintenant depuis des dizaines d'années, et également les labos de recherche où on travaille sur ces robots depuis quand même un certain temps, pour évoluer dans des milieux ouverts, des milieux non contrôlés, et où, pour réaliser, à la différence des robots industriels, des tâches qui sont peu, voire pas répétitives, en tout cas qui sont très variées. Alors, je voulais vraiment regarder bien les deux slides. Quand vous voyez qu'est-ce qui illustre les couvertures de ces ouvrages-là, vous avez souvent ce type de robots. Alors, c'est des robots qui n'existent pas, hein, c'est des images de synthèse, si vous voulez, qui sont des robots très, très anthropomorphes, qui ne sont pas juste des humanoïdes. Hein, vraiment, on dirait que voilà, le visage, il est vraiment moulé à l'image d'un visage humain. Et en fait, vous avez un même imaginaire qui va apparaître dans des œuvres qui relèvent de la science-fiction. Donc, par exemple, ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Ça, c'est une série suédoise qui s'appelle Real Humans, un film de Christopher Nolan, ou la série Westworld, où en fait, vous avez une même trame, alors qui ne date pas de ces dernières années. Hein. C'est un thème récurrent en science-fiction. Le robot à l'image de l'homme, qui est tellement réaliste même qu'on peut le confondre avec l'homme, et qui accède à la conscience. Et à partir du moment où il accède à la conscience, tout dérape parce que le robot ne veut pas rester le serviteur ou l'esclave de l'humain et finit par se rebeller. Et ça finit généralement très mal, au minimum contre son créateur, voire pour toute l'humanité. Donc bon, c'est pas très réjouissant. La différence, c'est que dans ces bouquins-là, on vous dit, mais non, ça n'arrivera pas parce que les robots n'accéderont pas à la conscience, l'intelligence artificielle restera, elle ne deviendra pas forte, en tout cas jamais au point que les robots accèdent à vraiment une forme d'intelligence ou de conscience suffisante pour décider d'eux-mêmes de leur rôle dans la société, pour accéder à ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà. Donc, admettons que les robots sociaux soient en train d'arriver, de se banaliser, d'accord, mais dans les faits, pour qui, ou en tout cas dans ces discours, pour qui aurait vraiment besoin en premier lieu de ces robots-là, et pourquoi faire, pour quelles tâches? Donc, pour le dire autrement,
à quel besoin social ou sociétal, pour employer un gros mot, ces robots seraient censés répondre. Dans un premier temps, à une chose toute simple, qui est un phénomène qui touche énormément de pays industrialisés, qui est le vieillissement démographique. Alors, les robots ne seraient pas une solution au vieillissement démographique, ils seraient un remède aux conséquences du vieillissement démographique. Les conséquences du vieillissement démographique, c'est quoi ? C'est que la population vieillit, donc la part de la population qui est en situation de fragilité, de dépendance, de perte d'autonomie augmente. A contrario, la population active, la part de la population active diminue. Donc, a priori, il y aurait moins de gens qui seraient susceptibles de s'occuper de cette part croissante de la population qui est vieillissante et qui a besoin d'une prise en charge. En plus de ça, je ne vous apprendrai pas que les métiers du soin, par exemple dans les EHPAD, sont des métiers faiblement attractifs, qui ont une certaine pénibilité, un certain manque de reconnaissance, et se rajoute à cela un enjeu financier qui serait que cette prise en charge institutionnelle, qui est difficile, c'est parfois long d'obtenir une place dans un établissement, et ça peut être difficile de recruter du personnel pour travailler dans ces établissements, eh bien, ces robots pourraient être une solution pour désinstitutionnaliser la prise en charge et faciliter le maintien à domicile des personnes en situation d'autonomie. Donc à la fois une application en institution pour aider les soignants à prendre en charge les personnes âgées, pour les soulager des tâches les plus répétitives, les plus pénibles, les plus dégradantes, etc. Et au domicile des personnes pour le même genre de prise en charge. Sachant que l'idée ne serait pas, alors je vais par exemple vous citer quelques passages d'un rapport qui a à peine 2 ans de l'OCDE, qui traitait de la question de comment attirer et surtout comment retenir les soignants dans la prise en charge des personnes âgées. Dans ce rapport, on peut lire que le développement des robots humanoïdes est maintenant bien avancé, qui prennent un rôle de plus en plus important dans la prise en charge sur le long terme des personnes âgées. Il y a un passage un peu étrange où ils disent que ces robots remplacent avec succès les travailleurs du soin et les travailleurs sociaux dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Et des études ont montré qu'ils pouvaient aider à faire face au sentiment de solitude et à former des liens sociaux avec les personnes âgées. Et puis juste après, on vous dit que l'automatisation de certaines tâches a le potentiel de libérer du temps pour les infirmières et le personnel soignant, de manière à leur permettre de passer plus de temps, donc c'est des choses qui ont été un peu évoquées dans le micro-trottoir, plus de temps pour les caring tasks, donc vraiment le cœur de l'activité de soins, qui requiert des compétences interpersonnelles comme la communication et le travail d'équipe. Donc il y a la promesse d'alléger la charge de travail des soignants, de leur rendre du temps pour cultiver ce qu'on peut appeler le lien social ou le contact humain avec les résidents et entre les résidents aussi. Mais historiquement, la promesse qui est attachée à ces applications pour personnes âgées des robots sociaux, c'est vraiment la facilitation du maintien à domicile. Je pourrais y revenir. C'est vraiment un thème qui émerge au niveau européen dès les années 1990. Quelle serait la plus-value, puisqu'il n'est pas question de remplacer les soignants humains, quelle serait alors la plus-value du robot ? La plus-value, ce serait que le robot, il pourrait être opérationnel 24 heures sur 24, contrairement à une aide à domicile ou une infirmière qui ne peut pas être présent en continu au domicile. Le robot, il ne prend pas de congé, le robot, il ne tombe pas malade, et le robot, il ne fait pas la gueule, le robot, il peut répéter inlassablement une consigne, il n'oubliera jamais de rappeler à la personne de prendre ses médicaments, etc. etc. Donc, ne serait-ce que pour des raisons d'acceptation de la part des usagers, il n'est pas question de remplacer le personnel soignant, mais de transférer au robot les tâches les plus répétitives, les plus pénibles, pour rendre plus humaines finalement les cadences de travail et pour leur laisser du temps pour l'échange, pour des choses qui ne sont pas, comme disait une personne dans le micro-trottoir, des choses qui sont un peu hors cadre. Et cette promesse en fait, de réhumanisation du soin, elle est aussi déclinée dans d'autres domaines, dans d'autres univers de travail. Par exemple, puisque c'est aussi un cas que j'ai étudié dans le monde du retail, où le vendeur humain pourrait davantage se concentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire un conseil personnalisé, sur mesure, plutôt que des tâches moins intéressantes, encaisser, mettre en rayon, etc.
Donc ça, c'est la théorie. Ça, c'est le récit de ce que Bruno Bonnell, je sais pas, je pense qu'un certain nombre d'entre vous voient qui est Bruno Bonnell, donc entrepreneur, ancien député du Rhône, a appelé la robolution, c'est-à-dire l'arrivée massive des robots dans notre quotidien. Ça, vous avez bien compris. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que les robots sont peut-être déjà là. Seront-ils bientôt ici? Pas vraiment. Je vais vous en donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est le robot Pyrène. Alors le robot Pyrène, vous voyez, il est bipède, il est très grand, il fait 1m75, il est capable de monter les escaliers sans se casser la figure. Mais le robot Pyrène, c'est une plateforme de recherche. Vous ne le trouverez jamais a priori chez vous. Ça vaut des centaines de milliers d'euros au bas mot. C'est produit vraiment quasiment à l'unité pour un laboratoire de recherche. Donc c'est un robot qui a été livré en 2017. Donc ça, c'est un robot qui est toujours dans son laboratoire et qui va y rester encore un certain temps. Le deuxième exemple, c'est un robot qui s'appelle Robert. Vous apprécierez le jeu de mots. Donc, qui a une forme, je pense que vous voyez quand même à peu près, qui a une forme, une tête d'ours. C'est un robot qui a fait le buzz en 2015, au moment où le centre de recherche au Japon et l'entreprise avec laquelle elle avait un partenariat ont lancé un communiqué de presse pour annoncer ce robot. Dans le titre de communiqué, il y avait un robot with a gentle touch. Donc un robot qui va être capable d'attraper une personne très délicatement, de la transporter du lit au fauteuil, dans un fauteuil roulant, etc. Bon. Ce robot-là non plus, vous ne le croiserez pas. Vous ne le croiserez même pas au Japon d'ailleurs. Puisque en fait, le projet s'est interrompu la même année où il y a eu le communiqué de presse. C'est un robot qui fait, je crois, à peu près 230 kilos. Donc pas hyper manœuvrable, et c'est resté un prototype. Il a jamais été industrialisé, mais ça a fait un énorme buzz au début de l'année 2015. Et le dernier exemple que j'aimerais prendre, qui est un exemple français, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le robot Buddy. Alors le robot Buddy, au départ, le projet a été lancé sur une plateforme de crowdfunding en 2015 aussi, aux États-Unis, qui a extrêmement bien marché, avec un prix d'appel à $699. Ce robot-là, on est en 2022, il n'a toujours pas été livré aux backers du projet, dont certains sont sacrément en colère. Il y a eu quelques expérimentations en gériatrie de ce robot-là, notamment dans le cadre d'un projet européen. Il y a eu aussi des utilisations, mais très très localisées, en pédiatrie, en oncopédiatrie pour être précis. Et voilà, la seule chose qui a changé, c'est que l'an dernier, il y a eu une grosse commande publique pour l'éducation nationale où ce robot serait utilisé comme dispositif de téléprésence pour des élèves dits empêchés, donc des élèves malades, pour leur permettre de suivre le cours à distance et d'intervenir en classe par l'intermédiaire de ce robot-là. Sauf que, voilà, alors il a une caméra, il peut déplacer sa tête, mais enfin, il est sur une table, il ne va pas faire le tour de la classe. Donc la capacité d'intervention de l'élève, elle est quand même limitée. Et le prix n'est plus $699, c'est à peu près 2 000 €. Et encore, il a fallu négocier puisque l'industriel en voulait 8 à 10 000 € pièce. Voilà, donc on a un premier exemple de la façon dont, dans les faits, les choses se compliquent un peu si on s'attend à ce que les robots arrivent comme un cheveu sur la soupe très facilement, ne serait-ce que pour des questions de prix. Maintenant, je vais vous parler peut-être un peu plus en détail de robots que, alors Buddy, je l'ai déjà rencontré, je l'ai déjà vu. Robert, je pense que je ne le verrai jamais, malheureusement. Mais je vais vous parler de robots que j'ai étudiés, donc comme je disais, dans 2 contextes, dans le retail, en l'occurrence dans un grand magasin à Paris, et 2 robots que j'ai étudiés dans un EHPAD en Ile-de-France. Le premier robot, c'est un robot qui s'appelle Spoon. Spoon, a été décrit par ses concepteurs comme une créature artificielle avec laquelle vous pourriez avoir une interaction vraiment naturelle. C'est-à-dire que, on le voit un petit peu ici, le robot il a 2 grands yeux, donc il vous suit absolument, vous faites le moindre mouvement, le robot vous suit. Il est monté sur un bras qui est un bras industriel, qui est un bras KUKA, donc qui a, je crois, 7 degrés de liberté, donc qui est vraiment des mouvements très très fluides. Et ce robot va vous parler d'un champagne. Alors, sur le communiqué de presse de la maison mère de la société qui vend le champagne, donc je pense que vous avez deviné, pour les gens qui voient bien, vous avez deviné quel champagne c'est. Il y avait écrit que ce robot-là, donc pour inviter les gens à aller le voir, que ce robot était capable de répondre aux questions les plus pointues sur le champagne. Il a même été décrit par un autre site, un site de champagne, comme un expert en champagne. Alors, un expert en champagne, soit, sauf que vous ne pouvez pas lui poser de questions du tout.
Vous ne pouvez que répondre aux questions du robot. Le robot vous salue, il vous propose d'attraper la bouteille qui se trouve juste ici, et puis ensuite il va vous proposer 3 modules, donc un quiz, des conseils de dégustation, ou de regarder une vidéo. Donc en matière d'interaction, déjà, vous voyez que c'est quand même un peu plus limité que ce qui était promis par la maison de champagne. Et si on parle maintenant d'autonomie, et qu'on essaie de réfléchir un peu à quel était le rôle de ce robot-là, qui présentait une cuvée en édition limitée de champagne, qu'est-ce que ce robot était vraiment capable de faire? Alors déjà, il n'était pas capable de réapprovisionner son stand. Donc, si on réfléchit un peu à est-ce que ce robot peut être considéré comme un vendeur? Bon, alors déjà, il ne pouvait pas réapprovisionner son stand. Là, vous voyez un employé du magasin qui est en train de le faire. Il ne pouvait pas non plus nettoyer son stand. Alors, il y avait beaucoup de passages, donc ça avait tendance à s'encrasser pas mal devant. Donc, il fallait assez régulièrement, donc là, pour ce qui est des tâches répétitives, le compte n'y est pas. Et il fallait aussi organiser le stand de façon à ce que les gens voient bien le produit, etc. Et aussi que le robot, quand il bouge, surtout cette partie-là, ne percute pas une bouteille. Une fois c'est arrivé, ça a failli assez mal finir. Ce robot avait aussi la fâcheuse tendance à tomber de temps en temps en panne. Alors, contrairement à un vendeur humain où normalement votre vendeur humain il est capable de se lever le matin, de mettre son réveil, de venir et de repartir le soir sans que vous ayez besoin de le superviser, enfin ça dépend. Ce robot-là, non, ce robot-là il faut l'allumer le matin, surtout il faut l'éteindre le soir. Il est arrivé que quelqu'un ne l'éteigne pas le soir, le matin, pendant 1 heure, c'était impossible de le rallumer. Et là, vous voyez, sur l'image de droite, en fait, il est en train d'être dépanné à distance. Donc, on perd un petit peu le charme du visage un peu enfantin, animaloïde. Vous avez des fenêtres qui s'affichent avec du code, etc. Et il a même fallu à un moment, c'était impossible de le débugger à distance. Donc, il a fallu vraiment qu'un ingénieur de la société arrive. Donc, ce qui a fait que pendant à peu près 2 heures, le robot était inutilisable. Et si on s'arrête un peu plus maintenant sur la promesse d'interaction naturelle, comme je vous ai dit, les usagers, en fait, ce qui se passait, c'est que donc, je filmais les interactions et j'allais après les voir pour leur poser rapidement des questions, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient apprécié, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé, etc. Comment est-ce qu'ils caractérisaient le robot par rapport au produit. Et les usagers étaient souvent assez frustrés de ne pas avoir pu lui poser des questions précises ou d'avoir eu des conseils personnalisés, par exemple en matière de dégustation. Et surtout, beaucoup d'usagers me disaient « mais je pensais qu'il était capable de m'entendre et en fait, non ». Pourquoi ? Parce que au début, le robot, donc ils arrivent, le robot les salue, il lui pose une question, les gens répondent spontanément à l'oral. Et quand le robot ne comprend pas, en fait, il est possible de cliquer sur la réponse qui s'affiche à l'écran. Donc, un certain nombre de personnes me pensaient que le robot, en fait, n'était pas capable d'interagir verbalement. Le robot avait une prise en compte du contexte qui n'était pas toujours évidente. Donc, si par exemple quelqu'un se décalait un peu trop pour aller voir, par exemple, pour aller lire une inscription sur le côté, il arrivait que le robot reparte à 0. Donc, il fallait se remettre dans l'interaction. Et il fallait souvent, étant donné qu'il y avait pour les gens qui quand même essayaient de se faire comprendre à l'oral, souvent il fallait répéter. Vous aviez souvent des interactions un peu collectives où les usagers en fait cédaient entre eux en disant mais tu vois il n'a pas entendu, il faut que tu répètes, etc. Et l'aspect sur lequel j'aimerais vraiment insister, qu'on va retrouver dans les exemples suivants, c'est que pour faciliter ces interactions, c'est-à-dire par exemple, vous aviez des clients, il y avait pas mal de clients asiatiques, des clients américains, il était possible de mettre le robot en anglais en appuyant sur un petit drapeau qui était en haut à gauche de la tablette. Le problème, c'est que souvent, les clients ne le voyaient pas, et donc les clients étaient devant un robot qui leur parlait en français, alors que, ils réagissaient, ils demandaient « mais pourquoi tu ne nous parles pas en anglais ?» Bon, et le robot ne leur parlait pas en anglais. Et ce qui se passait souvent, c'est que donc il y avait une hôtesse qui était là uniquement le samedi et le dimanche, et qui en fait faisait toutes ces petites opérations, souvent de façon assez discrète, pour aider les gens à s'en servir, à rendre l'interaction vraiment intuitive. Et elle avait aussi une autre utilité, enfin elle en avait beaucoup, c'est qu'elle était là à proximité du robot et elle attirait les gens près du robot, pour que, autrement en fait, la plupart des gens passaient à côté du robot sans vraiment s'arrêter, et donc elle créait un petit peu une sorte de sas avant l'interaction, elle le leur présentait, elle les incitait à aller le voir. Le deuxième exemple dont je vais vous parler, je vais aller assez vite parce que, pour vous spoiler, ce robot, je ne l'ai jamais vu
dans les pattes, puisqu'il n'a jamais été livré. C'était un robot humanoïde, un robot qui s'appelle Pepper, avec un logiciel qui lui permettait de délivrer des consultations santé. Une consultation santé, c'est-à-dire qu'il demande à la personne si elle a bu, si elle est allée aux toilettes, et il lui demande si elle a mal quelque part, en affichant sur la télé qui est derrière lui un schéma du corps avec différentes parties du corps que la personne peut nommer. Le problème de ce robot, c'est qu'il est monté sur une base avec des roulettes, mais il ne peut pas se déplacer, d'autant qu'il est connecté à une télévision. Et vous voyez qu'il a des bras, mais il ne peut pas se servir de ses bras. Le problème, c'est que ce robot est aussi censé prendre les constantes vitales de la personne. Sauf que le robot ne peut pas lui-même attraper les objets, mettre le tensiomètre autour du poignet. Bon. Donc, conclusion, ça aurait été à la personne âgée de le faire elle-même. Problème, qui a été très rapidement identifié quand je suis arrivé dans l'établissement, le niveau de dépendance des résidents était en moyenne extrêmement élevé. Je ne sais pas si vous êtes familier de la grille GIR, donc de 1 à 6, ça mesure le niveau de dépendance. Le nombre de résidents très autonomes, c'est les deux catégories les plus à droite, 5 et 6. Donc sur à peu près 230 résidents, il y en avait 11 qui étaient très peu, voire pas dépendants. Et à contrario, les 2 tiers étaient GIR 1 ou 2, GIR 1 ou 2. C'est des résidents qui ont besoin d'une supervision constante, qui ont des fonctions mentales très altérées et qui sont la plupart du temps alités. Donc des gens qui auraient été totalement incapables d'aller voir le robot. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? En fait, parce que finalement, le robot était trop dépendant pour un public qui était lui-même trop dépendant pour le robot. Donc ce projet a été annulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est un robot, Paro, qui est le best-seller des robots sociaux dans le monde de la gériatrie, qui a été acheté. Ce robot-là, il est censé être autonome, c'est-à-dire vous le mettez devant quelqu'un et il est censé produire un effet thérapeutique, c'est-à-dire que la personne va spontanément vouloir le caresser, lui parler, le prendre sur elle, le câliner. Quelle est l'utilité? L'utilité, ce serait d'apaiser l'angoisse, l'anxiété, les états de déambulation, de colère de résidents atteints de troubles cognitifs type démence sénile, maladie d'Alzheimer. Dans les faits, dans l'unité de vie protégée où j'étais, les résidents étaient souvent très apathiques. Vous leur posiez le robot devant eux, ça ne leur faisait pas grand-chose. Ils continuaient à regarder devant eux dans le vide. Donc en fait, il fallait la plupart du temps qu'un soignant vienne les accompagner. Donc vous voyez par exemple ici une soignante qui prend la main de la résidente pour la faire caresser. Donc, et on voit pas, je n'ai pas mis de vidéo pour cette interaction-là, mais il faut insister. Il faut vraiment qu'elle y passe plusieurs secondes pour que la résidente continue à le caresser d'elle-même. Et il fallait aussi les encourager verbalement. Donc, vas-y, touche le robot, caresse-le. Ou alors, lancer un peu la conversation sur le robot. Il est beau, il est mignon, t'as vu, il a de grands yeux, etc. Autrement, les gens avaient tendance à rester assez passifs. Et de même, c'est un robot qui demandait pas mal de travail en plus de la part des soignants, puisque la direction leur avait demandé de remplir une fiche de suivi pour faire un rapide compte-rendu des interactions, donc en mentionnant le nom du résident, l'heure, l'état dans lequel était la personne au départ, l'état dans lequel elle était après, quelques observations. Ça va aller pour le temps? Ouais. Non, alors, okay. Donc je vais vous montrer, sinon je montre juste la deuxième vidéo peut-être. C'est peut-être... Ouais? Comme vous voulez. Tiens, Carmen, assieds-toi. Carmen est là. Tiens, mets-toi assis. Carmen. Oui, Voilà. je vais avec toi. Assis-toi. Allez, vas-y. Tiens. Oh non, 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 non. Non, il est gentil, le gars. Non, non, mais ne le pas là. Ouais. Ici. Ce matin, elle n'a pas aimé l'avoir directement, mais elle a bien aimé quand Ne l'aimez pas là. Isora le tenait juste à côté d'elle, Ah ouais? pour qu'elle puisse le caresser Tiens, comme ça. caresse-le. Je passe pour que quelqu'un de... Oui, Il est mignon, hein, regarde. ouais, je suis encore là. C'est tout mignon. Touche-le, caresse-le, Oui. t'inquiète pas. La différence? Il est beau. Il est beau, hein. Il est très beau. Très beau. C'est beau. Oui. Tu le veux? Non. Non. Tu vois? C'est marrant parce que c'est constant, ça. C'était pareil ce matin. Exactement pareil. Non, Non, ça c'est pas. non. Et l'autre, regarde. Voilà, donc je pense que la situation est assez claire. Donc vous voyez, il faut déjà beaucoup de temps au début pour installer la personne. Et puis, la personne, elle n'accepte pas de prendre le robot sur elle. Donc il faut négocier avec elle ses préférences, ce que j'appelle les préférences tactiles.
Et donc en fait, la situation qui lui convient, c'est quand le soignant est en retrait devant elle et qu'elle n'est pas directement en contact avec le robot. Et vous voyez que le soignant relance la conversation, il est beau, il est mignon. Voilà. Et en même temps, vous voyez que la résidente, elle se lasse quand même assez vite. Donc c'est des interactions qui sont souvent très courtes. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans une situation où le robot remplacerait de quelque manière que ce soit le soignant. C'est vraiment un outil de travail. Je vous montre peut-être la suivante. Ouais. Et je vais vous montrer une dernière vidéo. Ah, t'es lourd. Pourquoi tu t'appelles? Hein? Comment? Il bouge, hein? Paro, mais le monsieur a dit que c'était au résident de lui donner un nom. Donc, Bah, il s'appelle Paro. Viens. Comment ça, c'est Paro? C'est à vous, donnez-lui un prénom. Un prénom? Oui. Comment il s'appelait son chien? Facile. Comment il s'appelait son Bah, chien? faut le demander. Comment on dit les dents en façon vulgaire? les chicots. Les chicots. Chico. Chico. Chico? Chico, c'est Chico? Chico. Son chien Chico. Tu t'appelles Chico, alors? Oh, il t'appelle Chico. Il a le nom de ton chien, chérie. Ouais, on l'a même à la maison. Bah oui, je sais, chérie. Je sais. Même à la maison, Chico. Bah oui, je sais. Mais c'est ton fils qui a le chien Comment tu maintenant. t'appelles? Chico, Hein? Chico là, c'est bon. Donc, il faut être assez attentif, mais vous aurez remarqué qu'au début, le résident tient le robot assez loin de lui. Il se pose des questions, oh, il est lourd, comment il s'appelle, etc. Et pour créer vraiment une proximité entre le soignant et le robot, entre le résident et le robot, pardon, la soignante va puiser en fait dans sa connaissance très fine biographique du résident. Elle sait que le résident a un chien, elle sait que c'est le fils du résident qui a ce chien-là. Et elle ne se souvient pas exactement du chien, mais enfin, voilà, en s'aidant, en demandant à son collègue et puis en me demandant à moi, elle arrive à retrouver le nom du chien. Et immédiatement, vous voyez que dès que le nom du chien, qui est visiblement adoré par le résident, est associé au robot, aussitôt le résident le prend sur lui. Alors, c'est pareil, ça dure 5 secondes à peu près, puisque, je ne sais pas si vous avez entendu, mais juste après, le résident dit « Mais comment tu t'appelles ?» Mais bon, vous voyez, c'est pas le temps de ce moment où le robot va recevoir un nom qui est familier pour le résident, qui est chargé d'émotions, de choses qui restent là, malgré la maladie, eh bien, il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment eu une interaction émotionnelle, quoi. Non. On est coincé. Ouais. Tu peux faire Oui, bien sûr. Ouais. Alors, donc, vous ne verrez pas les petites illustrations pour la diapo de conclusion, mais ce sur quoi je voulais conclure, c'est un peu une question que vous devez vous poser à ce stade, c'est mais de quoi vivent les roboticiens, puisque ce robot-là, alors, super, nickel. Il n'y a pas de souci. Pour vous donner un ordre de grandeur, Paro, en France, Paro est de loin le robot le plus vendu. Hein. Le robot Pepper que vous avez vu juste avant, il est vendu juste à quelques exemplaires. Il est surtout utilisé dans le cadre d'expérimentations qui ne durent jamais très très longtemps. Paro, il est vendu à quelques centaines d'exemplaires en France. Donc, quelle est l'économie de ce secteur-là? L'économie de ce secteur-là, la conclusion que j'en tire après un certain nombre d'années passées sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle une économie de la promesse. Donc ça ne veut pas dire que c'est du vent, mais c'est une économie qui va reposer essentiellement sur des expérimentations, sur des locations de robots, qui vont durer quelques semaines, quelques mois. Le robot, entre guillemets, vendeur de champagne, c'était une expérimentation qui devait durer 2 mois, mais une location qui rapportait quand même 20 000 € à la start-up, donc c'est quand même pas des montants négligeables. C'est une économie qui, pour le dire de façon un petit peu brutale, et sous perfusion d'argent public, d'argent qui vient aussi du mécénat, et de plein de sources différentes, des ARS, des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'État. En fait, cette économie, elle se réalise sur les salons de nouvelles technologies pour conclure justement ces deals sur des expérimentations. C'est aussi une économie de production de projets, de crowdfunding, etc. Mais ce n'est pas une économie qui consiste dans des ventes de robots, en tout cas pas du tout dans des ventes nombreuses et massives, quoi. Donc on ne s'achemine pas vraiment, en tout cas pas encore, vers une révolution de ce point de vue-là. Ce sur quoi je veux vraiment insister, c'était l'intérêt de vous montrer des exemples d'interactions concrètes dans des milieux réels avec des usagers bien réels. C'est qu'il faut bien différencier les reportages que vous pouvez voir
à la télévision, des vidéos sur YouTube, vous voyez des robots qui font des sauts périlleux arrière, c'est assez fascinant, mais ça reste des choses très expérimentales en laboratoire, et pour avoir une prise satisfaisante, il en faut souvent des dizaines et des dizaines. Bien séparer ça des essais expérimentaux qui souvent ne sont pas très concluants, je pourrais y revenir dans la discussion, et les usages vraiment grandeur nature, avec des robots qui peuvent éventuellement être achetés, mais où l'utilisation peut avoir tendance, et a souvent tendance à se tasser avec le temps, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de travail humain pour faire fonctionner et pour assurer la maintenance de ces technologies-là. Et donc s'il fallait vraiment que je conclue sur qu'est-ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est que c'est très important de penser à quel pourrait être l'impact du robot sur l'emploi, sur la répartition des tâches, de penser aussi à l'acceptabilité du robot, aux craintes qu'il peut y avoir d'être remplacé, d'être déqualifié, etc. Mais avant tout, quand des projets comme ça se mettent en place, il faut d'abord penser à ce que, non pas le robot fait aux travailleurs humains, mais ce que les travailleurs humains vont faire au robot. Comment est-ce qu'ils vont l'intégrer, puisqu'en fait, ils sont obligés de l'intégrer. Donc, pour reprendre la question de départ, est-ce que les robots sociaux vont prendre soin de nous ? Ce qui est sûr, c'est que si on met un robot social quelque part, il va falloir prendre soin de lui. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Merci pour cette présentation. Peut-être qu'elle vous a inspiré quelques remarques, réflexions ou questionnements. On peut ouvrir une petite phase, cette petite phase. Et Anne, tu as récupéré quelques questions en ligne, c'est ça ? Oui, j'ai 2 questions en ligne. Alors, ça commence fort. Quelle est la responsabilité juridique du robot en cas d'erreur et de faute ? Alors je vais faire une pirouette. C'est pas une question que j'ai traitée, mais c'est souvent l'excuse qui est donnée, qu'on m'a donnée sur des salons pour m'expliquer pourquoi ces robots-là étaient toujours pas diffusés en nombre. C'est qu'on m'a dit ces problèmes-là ne sont pas réglés. Ces problèmes juridiques-là ne sont pas réglés. De responsabilité, par exemple, si le robot tombe sur une personne. Qui est responsable ? Est-ce que c'est le roboticien ? Est-ce que, par exemple, c'est l'EHPAD, la structure où le robot est installé ? C'est pas des problèmes qui sont réglés. Maintenant, il y a une réflexion juridique dessus. Il y a une juriste qui s'appelle Nathalie Névégence, je crois, qui est belge, qui a écrit un traité de droit civil sur la robotique. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça. Moi, j'ai pas regardé ça de près. Il y a eu aussi un rapport parlementaire, un rapport du Parlement européen en 2017 sur des règles de droit civil à appliquer à la robotique. Donc, voilà. Je vous renvoie vers ces textes-là si ce sujet-là vous intéresse. Mais en fait, il ne se pose pas vraiment concrètement, puisque vous voyez qu'avec Paro, il peut pas se passer grand-chose. La personne pourrait chuter avec Paro. Je ne sais pas trop dans ce cas comment la responsabilité sera attribuée, mais en fait, le vendeur de Paro fait tout au moment des démonstrations pour dire ne laissez jamais une personne, j'ai pas précisé ça, ne laissez jamais une personne toute seule avec Paro. Parce que d'une part la personne pourrait tomber parce qu'il est lourd, vous avez entendu le résident, la première chose qu'il dit c'est qu'il est lourd, et surtout si vous laissez une personne toute seule avec Paro, mais les gens sont pas forcément très équilibrés, donc ils pourraient être en colère et balancer le robot par la fenêtre. Donc c'est aussi pour protéger le robot du résident qu'il ne faut pas le laisser tout seul avec le robot. D'autres questions, d'autres remarques peut-être ? Alors, oui, donc c'était juste pour rebondir sur Paro. Est-ce qu'on a pu mesurer les bénéfices de l'utilisation du robot auprès des personnes âgées qui l'ont testé ? Alors, c'est le robot le plus vendu. C'est un robot qui a commencé à être développé au début des années 90, 93, 94 au Japon. Donc c'est un robot sur lequel il y a une énorme masse d'études cliniques que moi je qualifie de biomédicales, où il s'agit en fait de retrouver dans des marqueurs physiques, biochimiques ou quoi, donc par exemple les hormones du stress, les échelles, ce qu'on appelle les échelles de visage, etc. Le changement émotionnel qui va être induit par une utilisation de Paro. Donc pour répondre très brièvement à votre question, a priori oui. Vous avez énormément d'études qui disent oui, Paro a un effet, Paro est plus efficace que par exemple une animation traditionnelle, ou que simplement un soignant qui va parler avec un résident, ou en tout cas c'est plus utile que rien du tout. Entre le moment, le T0 où la personne n'a jamais fréquenté Paro et
après 5, 6, 10 utilisations de Paro, il s'est passé quelque chose. Le problème de ces études, et c'est vraiment ce que je veux souligner avec les exemples que je vous ai montrés, c'est qu'il y a vraiment un point aveugle qui est le travail humain, qui permet en fait de rendre ces interactions attrayantes pour les résidents, puisqu'en fait, les soignants sont toujours un peu présents quelque part. Hein. On vous en dit quelques mots dans ces études-là, mais on vous dit jamais exactement toutes les fonctions, toutes les incitations, toutes les petites injonctions qu'ils vont produire pour faire qu'il y ait une interaction, faire que cette interaction elle dure. Et quand on en parle, en fait, il y a par exemple une équipe en France qui est basée à l'hôpital Broca, qui a beaucoup travaillé sur ce Paro-là et qui est vraiment une fervente défenseuse de Paro. Il y a une étude, par exemple, où vous avez une personne qui suit 5 séances avec Paro et qui est encadrée par 2 psychologues pour un résident. Allez trouver un EHPAD où 2 psychologues ont le temps de passer une demi-heure avec un résident, même à une semaine d'écart entre chaque séance. Bon courage. Voilà. Bonjour. Alors je ne vous cache pas que pour ma part, je suis très circonspect devant la probabilité qu'un jour futur, on puisse utiliser des robots au service notamment de l'humain et surtout des personnes âgées. Donc, je suis Michel Lannick, je suis le vice-président de la société Eurus, donc les résidences services seniors au sein du groupe Réalité. Mon intervention est plus basée sur un peu d'humour. Et donc, je souhaiterais vérifier pour savoir, en fait, si les robots sont capables d'humour. Alors, j'ai cru voir que Chico ou Paro était un bébé phoque. Enfin, c'est tel que je l'ai vu. N'oublions pas que Brigitte Bardot disait qu'il ne faut pas tuer les bébés phoques, c'est méchant. Donc, les robots seront-ils un jour capables d'intelligence et d'humour ? En ce qui concerne toujours Chico ou Paro, on l'appelle comme on veut, il existe déjà aujourd'hui des ateliers sensoriels dans les établissements pour personnes âgées, ce qu'on appelle les SNULESEN, qui sont des ateliers sensoriels. Et puis, je voulais faire un petit mot aussi, toujours sur la base de l'humour, à Spoon, en lui disant que parler du champagne, c'est bien, mais le boire, c'est mieux. Voilà. Donc, ce que ne pourront jamais faire les robots non plus. Et plus globalement, les études théoriques dont on a parlé ce matin, tout ça, c'est bien. Les petites expériences, c'est bien, mais je n'ai pas entendu parler d'expériences réelles à grande échelle de robots pour vérifier ces grandes théories, puisque tout ça, ça reste de la théorie. Pour un futur lointain, mais Léonard de Vinci ou Tintin dans l'espace, c'était aussi des théories. Et ma réflexion, plus globalement, c'est de dire que l'utilisation des robots pour les tâches de type portage de repas, portage de plats, ça se fait déjà, ça peut fonctionner. Moi, je ne crois en aucun cas que les tâches nécessitant un tant soit peu de sensibilité et d'attention puissent être confiées à des robots. Notamment la mobilité, puisqu'on a parlé de mobilité tout à l'heure. C'est facile de montrer un robot qui porte un humain comme un jeune marié porte sa mariée pour franchir le seuil le premier soir. Ou peut-être n'est-ce pas le premier soir d'ailleurs. Mais je ne crois pas que ça puisse faire réellement. Voilà. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ces points-là. Et sur la sensibilité, moi très honnêtement, qui commence à avoir un âge plus avancé que la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer qu'un jour une robot en silicone puisse venir changer mes couches contre les incontinences de façon humaine. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ces réflexions, ces interrogations et voilà, du fait que je sois très circonspect. Alors ça se comprend surtout après avoir vu la présentation, je pense que ça vous aura confirmé dans ces intuitions que vous aviez déjà. Alors pour reprendre dans l'ordre, oui, il y a des travaux sur l'humour chez les robots, notamment Laurence de Villers, dont j'ai passé sur une slide au début 2 des derniers bouquins. Voilà. Bon, après c'est un type d'humour assez limité, quoi. Mais, enfin, chacun peut se faire son idée, mais voilà. Mais il y a des recherches spécifiquement sur la question de l'humour. Évidemment, Paro, vous aurez certainement deviné que le fait d'avoir choisi cette forme animaloïde qui est vraiment calquée sur un animal réel,
qui est un petit phoque, un bébé phoque d'une espèce qu'on trouve au fin fond du Groenland. Pour vous dire, ils ont poussé la ressemblance tellement loin qu'ils sont allés avec leur perche pour enregistrer les cris du phoque. Donc voilà, pour avoir quelque chose d'hyper réaliste. Et pourquoi un phoque ? Eh bien parce que les gens n'ont pas d'histoire de vie commune avec un phoque. Ils en ont peut-être eu avec un chien ou un chat. Et le fait, s'ils avaient un robot chien ou chat, la réaction pourrait être un peu trop vive, ça pourrait faire remonter des choses douloureuses. Alors que le robot phoque, voilà. Et puis le robot phoque, je vous rassure, il est souvent pris pour autre chose qu'un phoque. Il est souvent pris pour un chien, un chat ou pour un bébé. Voilà. Donc ça peut résonner quand même, et il est utilisé pour de la réminiscence. Mais effectivement, il y a déjà énormément de choses qui existent depuis un certain temps, dont les effets sont vérifiés, sont démontrés. Donc les ateliers sensoriels, les stalles Snowzellen, et puis il y a la médiation animale. La médiation animale, ça existe. Alors effectivement, le coût n'est pas réparti du tout de la même façon, puisque là, vous achetez un robot par an. Un robot par an, ça vaut à peu près 7 000 €. Bon. Vous avez une mise de départ, après il faut penser à le charger régulièrement, mais il y a assez peu de maintenance. Un atelier de médiation animale, vous avez un prestataire qui vient régulièrement, donc le coût n'est pas réparti de la même façon, mais enfin ça serait... Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études produites pour vraiment comparer la rentabilité ou le retour sur investissement d'un robot paro comparé à un atelier sur le long terme de médiation animale, mais ça serait intéressant à faire. Le champagne, le boire c'est mieux, bah oui, et je vous rassure, énormément de clients regrettaient de ne pas avoir au moins en plus du robot, l'idéal, enfin beaucoup me disaient j'aurais quand même préféré que ce soit un humain, mais au moins en plus du robot, quelqu'un qui puisse leur faire déguster, et beaucoup me disaient j'ai appris plein de choses, c'est super, mais moi si je le goûte pas, je vais pas en acheter quoi, ou j'en achèterai plus tard, j'y penserai, voilà bon. Beaucoup d'études théoriques. Alors les expériences à grande échelle, en fait il n'y en a pas. Je vous dis, à part celle qui s'est mise en place dans l'éducation nationale, où il y a quand même 4000 robots qui ont été commandés. Donc les premiers résultats de cette étude sont attendus dans 1 an. Au départ, c'était une étude qui avait été faite. Il y avait une expérimentation en région Rhône-Alpes avec 60 robots. Vous voyez, c'est pas du tout la même échelle. Mais vous n'avez pas une étude en gériatrie avec des centaines ou des milliers de robots. Ça n'existe toujours pas. Et la question de la sensibilité, écoutez, moi non plus, ça me brancherait pas trop de me faire changer ma couche par une robot en silicone. Mais vous voyez vraiment l'ironie. Je voulais vraiment commencer par la théorie et la pratique, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il en est est-ce que ces robots sont vraiment développés déjà dans l'immédiat pour réaliser des tâches, pour prendre en charge les tâches les plus répétitives? Pas du tout, c'est l'inverse en fait. C'est des robots qui communiquent, c'est des robots qui parlent, c'est des robots qui sont dans un échange. Et si par exemple Medipep avait été installé, quel aurait été le rôle des soignants? Les soignants me l'ont dit très clairement. Étant donné que les résidents ne peuvent pas aller voir le robot, en fait, on va juste être les gens qui transportons les résidents jusqu'au robot, qui venons les chercher à la fin, donc un rôle de manutention en fait. Ce qui n'est pas intuitivement, c'est peut-être pas la tâche la plus noble qu'on puisse réserver à un soignant, quoi. Alors que le robot va prendre en charge l'échange sur un sujet qui est assez sensible. En plus, ça touche à la santé des gens. C'est des gens qui iraient voir le robot parce qu'ils sont angoissés, ils savent pas s'ils ont une tension un petit peu élevée, donc ils ont besoin d'être rassurés. Et les soignants me disaient, mais il va pas les rassurer, il va les angoisser. Enfin, certains soignants me disaient ça en tout cas. Donc la sensibilité, on repassera, quoi. J'avais une question. On voit dans des mairies, dans des accueils d'entreprises, le robot Pepper. Est-ce que vous avez des retours d'expérience des points positifs ou négatifs de leur présence, et si ça a vraiment eu une utilité? Alors, il y a un chercheur qui est à l'EHESS en ce moment qui a pris pour terrain le robot Pepper qui est à l'accueil de la mairie du 15e arrondissement. Donc il a commencé à travailler dessus, je pense qu'il aura des résultats dans pas trop longtemps. Mais alors moi non, j'ai pas d'informations précises, simplement j'ai des informations un peu en négatif, c'est-à-dire le robot Pepper, pour parler de quelque chose qui est dans le coin, il y a eu une expérimentation en Pays de la Loire dans plusieurs gares TER où, je sais plus, je crois que c'était en 2014, 2015, quelque chose comme ça, 5 robots Pepper avaient été installés à l'accueil de la gare alors pas du tout pour vendre des tickets, pour donner des renseignements sur les environs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir au Sable d'Olonne, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller voir à Nord-sur-Èdre, des choses comme ça. Sachant que l'idée de départ, pour les gens qui avaient conçu le projet, c'était de dire si ça marche très bien, ce sera plus 5 robots, ce sera 20 ou 30 robots dans plein de gares de la région. Ça s'est pas fait. Le problème pour moi, c'est que rien n'a été communiqué sur... Il n'y a pas eu de compte-rendu, il n'y a pas eu de rapport. En tout cas, il y a dû y avoir des choses en interne, mais pas des choses auxquelles j'ai pu accéder. J'ai sollicité plusieurs personnes du groupe SNCF, de la filiale Pays de la Loire. J'ai pas eu d'informations.
il y a eu une très grande période où effectivement on trouvait des robots Pepper dans des boutiques Nespresso, à Uniqlo, à Paris. C'est également au Japon, parce que c'était un robot, la société avait été rachetée par une multinationale japonaise, donc en fait ce robot-là ont vraiment essayé de le faire prendre effectivement dans des fonctions d'accueil. Sauf que c'était pas très concluant. Moi, il y a des gens qui sont venus utiliser Spoon qui m'ont dit nous on travaille pour Carrefour, on avait acheté 17 robots pour les mettre à l'entrée des rayons pour indiquer aux clients comment aller trouver les produits. Le problème, c'est que les gens n'arrivaient pas à s'en servir tout seuls, donc on a mis un employé près du robot pour les aider. Bon, ça revient un petit peu cher. Déjà que le robot revient un petit peu cher en tant que tel, là, c'est carrément pas intéressant du tout. Et donc, en fait, ils ont remisé les robots en attendant. Ils les ont pas revendus, ils les ont remisés en attendant de trouver quoi faire. Et en fait, vous aurez de plus en plus de mal à en voir, puisque la production du robot a été stoppée l'an dernier. La société qui était devenue japonaise a été rachetée par une société allemande, mais à ma connaissance, la production du robot n'a pas encore été relancée. Ils ont dit qu'ils garderaient le stock d'unités, ils continueraient à s'occuper de la maintenance, mais qu'ils n'en produiraient pas de nouveau. Donc a priori, le quart d'heure de gloire de Pepper est passé. Bonjour. Petite dernière question rapide. Dans votre présentation, vous avez évoqué plusieurs sujets sur la mise en place des robots dans les EHPAD ou en gériatrie. On sent qu'il y a quand même une volonté, même si c'est pas du tout efficient à ce jour, de remplacement du personnel soignant. Est-ce que cette direction prise n'est pas en partie inquiétante parce qu'aujourd'hui, on voit, vous le démontrez par A plus B, que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours besoin d'un soignant à côté. Cependant, il y a cette volonté. Et on sait qu'à partir du moment où ça va commencer à marcher, il y aura ce remplacement, puisque dans toute l'industrialisation, à partir du moment où le robot a pris place, il a peu à peu remplacé l'homme. Donc finalement, il y a quand même moi, j'ai évoqué ça comme un risque, mais quel est l'horizon de ça et est-ce qu'il y a vraiment une chance que ça arrive en fait ? Alors, je pense que, comme vous, je n'ai pas forcément envie que ça arrive. En tout cas, pas comme ça. Si on reprend l'exemple de Medipep, de la part de la directrice de l'établissement, il n'y avait pas du tout... en même temps, vous comprenez bien, politiquement, c'est un peu compliqué, d'assomption que j'achète un robot parce que j'aimerais virer quelques soignants, parce qu'ils sont un peu casse-pieds, ils râlent, etc. Bon. Et d'un autre côté, il y avait une foi dans la technologie incroyable. La directrice me disait, je n'ai aucun doute que dans 5-10 ans, il y en aura partout, donc il faut vraiment que je m'y mette maintenant, quoi, pour pas rater la vague, le train marche, quoi. Par contre, du côté du vendeur de Medipep, là, alors en on, dans les tribunes qu'il a signées, c'était vraiment le speech que je vous ai ressorti, c'est-à-dire réhumaniser le soin, rendre du temps aux soignants pour les tâches les plus nobles, le vrai soin, ce pourquoi les gens ont fait ce métier, en gros. En off, en entretien, il m'a dit, écoutez, de toute façon, ce robot-là, dans 5 ans, l'intelligence artificielle aura tellement progressé qu'il sera capable d'avoir une conversation hyper personnalisée, il pourra prendre les mesures de tous les résidents, il pourra se déplacer, il pourra enfin bouger ses bras, manipuler des objets. Et oui, évidemment, sa volonté à lui, c'était... Enfin, lui n'a aucun scrupule à me dire en privé... Je pense que oui, les robots vont remplacer les humains. Et en fait, il déconstruisait le concept de lien, de contact humain. Il me disait, le contact humain, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous êtes capable de le définir ? Ben non. Et puis il me disait, mais les soignants, de toute façon, plus personne ne veut faire ce métier. Il me dit, est-ce que ça vous arrive de passer près de chantiers à Paris ? Est-ce que vous entendez parler français de temps en temps ? Bah non, vous entendez parler russe, vous entendez parler je ne sais pas quelle langue. Dans les EHPAD, c'est pareil, ou ce sera bientôt pareil. Donc plus personne n'a envie de faire ce métier et plus personne n'aura envie d'aller dans ce genre d'établissement pour être accueilli dans ces conditions-là. Alors si ça marche, est-ce que finalement les soignants seront remplacés ? Encore faudrait-il que ça marche et à mon avis le chemin est encore long puisque ça fait maintenant 20-30 ans qu'on développe des robots sociaux et des robots d'assistance, je pourrais en reparler un peu plus tard, ça fait 50 ans, 45-50 ans qu'on en développe en France. Au départ, c'était pour les personnes handicapées, puis les personnes âgées. Vous voyez que ça s'est généralisé ni pour les uns, ni pour les autres. Voilà, on va malheureusement devoir s'arrêter.
Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Martin. On peut continuer un peu la discussion en off pour ceux qui peuvent se le permettre si vous le souhaitez. Pour conclure, dire que voilà, les robots sociaux, ils existent techniquement, mais que comme beaucoup d'inventions technologiques, le moment où ils atterrissent dans notre réalité, il est encore lointain. Je pense que cette réflexion, elle s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire que quand on a un problème, au lieu d'aller chercher le point radical où il faut vraiment le résoudre, on se demande si on ne peut pas créer un outil pour éviter d'avoir à se poser la question compliquée. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment avec l'adaptation à la crise climatique. On réfléchit à envoyer du soufre dans la stratosphère pour calmer l'effet de serre, pour avoir moins chaud. Alors qu'en réalité, sans doute, la solution n'est pas là. Mais c'est un biais bien humain que de chercher un dérivatif d'une complexité folle et finalement d'une efficacité qui reste à prouver. Pour ceux et celles qui voudraient continuer la réflexion sur les robots sociaux, je vous conseille ce livre, Les Enfermés, qui raconte, donc c'est un livre de science-fiction, où les robots sociaux sont devenus des droïdes, qui ressemblent à 6-3PO, en gros, pour ceux qui ont vu les Star Wars, et où les gens se déplacent avec. Ce qui fait que les villes, les logements, les immeubles ont dû s'adapter à la présence de ces robots qui ont besoin d'être rechargés quand ils sont assis, d'avoir des petits lits, des choses comme ça. Et ça pousse une autre réflexion sur des robots qui n'existeront jamais. Vous pouvez en être certain. Voilà, merci beaucoup.